Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 19 février 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors Réa, ma chère Réa, je m'adresse à toi directement. Je vais garder le titre Un jour sans jouir est un jour perdu. Je vais le garder pour demain. Car ce matin, à mon réveil, j'avais l'idée de vous raconter la non-journée d'hier. Journée Une journée où j'ai joui, j'ai joui un peu, un tout petit peu, mais je vais vous le raconter. Mais avant, une petite séance de remerciements. Je tiens à remercier Lise pour ses bons mots qui m'a expliqué que nous gravitons dans un univers parallèle où la matière noire nous bouffe notre énergie. Je ne sais pas si j'ai bien compris, quelque chose comme ça. Je remercie également Aurélien Lemans qui m'a fait part de ses commentaires. Lui, le film qui l'a marqué, c'est Jazz. Je l'invite à aller voir ce qu'en dit Slavoj Žižek dans le film absolument extraordinaire que je vous recommande tous, The Pervert's Guide of Ideology, qu'on peut trouver sous-titré en français sur la chaîne de Nemesis. Absolument extraordinaire, j'insiste. Je remercie également de Bookhouse Boy, le numéro 24, qui consacre un petit article à nos lectures importantes que nous avons fait, mon coéquipier et moi, mon coéquipier Michel Bellil, qu'on connaissait autrefois sous le nom de ma secrétaire, mais je pense que tout cela est terminé. Ce n'est pas ma secrétaire. C'est vraiment mon coéquipier. Et grâce à lui, nous pouvons, Emmanuel Simard, mon autre coéquipier, Georges Raby, mon autre coéquipier, nous pouvons réaliser certains projets qui nous tiennent vraiment à cœur. Et l'apport de Michel est considérable. Considérable. Alors, par avance, je me réjouis publiquement de tous les succès qui seront les siens, à n'en pas douter, dans un avenir sans doute rapproché. Oui, donc, je vous parle de ma journée d'hier, une non-journée en fait. J'ai pris congé pour faire de la comptabilité. Je n'ai rien fait. Je suis allé voir mon comptable. Je suis arrivé quelques minutes en retard. Il n'était plus là, avec des documents à lui montrer, des documents plutôt ennuyeux. Et le Saturne en Scorpion continue de me massacrer. Une extrême fatigue. Alors hier, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Eh bien voilà, j'ai passé ma journée devant l'écran. J'ai regardé pendant environ 3 heures les émeutes de Kiev. Et, je comprends absolument pas l'ukrainien, vous vous en doutez bien. Et j'ai écouté ça pendant 3 heures avec divers commentateurs. Il y a notre ami commun, Yves, qui nous dit que c'est un coup monté des Américains et des Européens, des réseaux d'extrême droite et de droite alimentés. Assurément, la droite, l'extrême droite, ne répugne pas aux moyens extrêmes. Contrairement à une certaine gauche utopiste, rêveuse et très très forte en mots, mais assez peu en actes, tout compte fait. Alors oui, c'est possible parce qu'on se rappelle à l'hiver dernier, un petit peu avant Noël, John Baird, ministre conservateur, est allé sur la place de l'indépendance à Kiev, donner son appui aux opposants. Alors quand un ministre de Stephen Harper donne son appui à quelque chose, c'est clair, il y a anguille sous roche. Mais en même temps, d'un autre côté, j'ai été
effaré de constater que lors de ces troubles, en décembre dernier à Kiev, on a déboulonné la statue de Lénine. Près de 25 ans après la chute du mur de Berlin, la statue de Lénine était encore là. Alors je me suis dit, hey, mais qu'est-ce qui s'est passé à Kiev en 89 pour qu'ils conservent encore les reliquats du système soviétique? Assez étonnant. Ils ne l'ont pas déboulonné à ce moment-là et je me disais, oh, il était temps qu'il la déboulonne. Alors peut-être que la mainmise de Moscou est vraiment, je n'allais pas dire totale, mais assurément très, très, très forte sur ce pays. 25 morts, hein, c'est ce qu'on a dénombré à la suite de l'intervention de la police qui ont délogé les manifestants. Alors je suis resté figé, catatonique devant ces images invraisemblables. Le ciel était d'un rouge d'enfer, dit Rimbaud. Alors, je me suis secoué tout de même. Je me suis dit, non, je ne suis pas pour passer ma journée en robe de chambre et comme ça, figé devant l'écran, crevé devant l'écran, en fait, tétanisé devant l'écran. Alors, je me suis secoué et je suis allé me balader sous une petite neige, somme toute agréable, et on sentait bien que la température enfin montait. Je suis allé dans deux librairies sur la rue Masson, et j'ai acheté 3 livres que je vais vous montrer. Puis je vais conclure en vous disant un petit poème d'un des 3 livres. J'ai acheté celui-ci, de Nelson Algren, que j'ai payé 3 $. Nelson Algren, on le connaît, c'est l'homme, l'amoureux, le plus grand amoureux qu'a eu Simone de Beauvoir. Et celui-ci, d'Henri Beauchot, Nous ne sommes pas séparés, que j'ai payé également 3 $. Et les 2 livres, je les ai achetés au Puy du Livre sur la rue Masson et j'en ai profité pour faire un petit brin de causette avec le gérant Sébastien. Ici, après ça, j'ai continué ma promenade et je suis allé à la librairie Le Vieux Bouc. Et là, j'ai acheté ceci d'Yves Martin. Il faut savoir me remettre à ma place. Alors, c'est un poète, Yves Martin. Poète que j'aime beaucoup. Alors ça, peut-être un jour, je vais vous en parler. Peut-être, peut-être pas. On verra bien. Et je voulais juste une phrase. Vous allez voir un peu le temps. J'ai l'allure indécise de l'enfant prodigue qui revient au pays, prêt à la moindre alerte, à nier l'existence de la maison familiale. Vous voyez? Hein? Alors oui, une journée devant l'écran. C'est assez inquiétant, je pense, de passer une journée devant l'écran. On peut... le virtuel est rendu plus intéressant que le réel, je pense. Nos rêves sont rendus plus beaux que la réalité. Et nous ne savons plus voir les choses telles qu'elles sont. Alors, hier, engourdi devant l'écran, j'ai réussi à me secouer de cette journée de grande torpeur. Et encore aujourd'hui, je ne vous cacherai pas que mon énergie, elle est plutôt basse. Mais j'ai été heureux de constater cet article-là des Blockhouse Boys. Bookhouse Boys. J'étais très, très content de voir ça. Alors, je vous lis un petit poème en vitesse et je conclus aujourd'hui. Alors, le poème évoque la catastrophe, c'est ainsi que la qualifie Henri Beauchot, la catastrophe, le 11 septembre 2001. J'en profite ici pour dire que je n'adhère absolument pas à la théorie du complot. Je pense que certains Arabes et ou musulmans, ce qui n'est pas la même chose, on ne peut pas les accoler. Arabo-musulmans, on n'a pas le droit de dire ça. On peut être arabe et pas musulman. Et je crois à la version officielle du 11 septembre et je pense que certains Arabes ont de sacrées bonnes raisons d'en vouloir à l'Occident. Je regarde le don
le don de l'existence, les roses qui déclinent sans voix, sans peur et sans chagrin, l'exultation de leur instant, les gloires qui précèdent, la grâce d'être dispersé. Je regarde le don de la terre du Nord, le cantique des plaines, l'hiver large, le blanc, presque bleu, presque ciel, les sources, les courants rapides sous la glace. Nancy, ses yeux étonnés d'être, admirablement pâles dans ces forêts d'immensité, les neiges, la musique. Instrument des ténèbres, l'histoire se vit dans des cités géantes, étendues sur le corps muselé de la terre pour l'usinage du désir, le vendre, l'engloutir et produire sur nos écrans l'imitation du grand modèle. Frères humains qui après nous vivaient, l'histoire légendaire pieds nus dans les sabots de pauvreté, l'histoire des remparts, des ponts-levis et des palais de spoliation, l'histoire de tout son poids pesant sur le grand nombre, est l'immense, le long gémissement séculaire qui ébranle, qui fait vaciller tours et cité des sciences, cathédrale mathématique, la dame à la licorne, la pie sur le gibet et les paysans disparus qui dansaient autour d'elle. Dolcia agonia. Qu'espérons-nous lorsque nous espérons encore? Qu'espérer du pays qui fut l'espoir de l'Europe des pauvres? Première liberté blanche, esclavage noir, patrie où l'on dit le bon Indien, c'est l'Indien mort. Dolcia agonia, surgissante, surpuissante Amérique, avant le 11 septembre déjà, nous avions vécu ta nuit longue avec l'alcool des mots et tes Californies d'images. De pétrole et d'argent, je revois les deux tours, le don sauvage du malheur. Les évidentes, les performantes, les innocentes tours châtrées, blasphémées de l'orgueil aboli. Ceux qui se croient nos ennemis et qui partagent notre folie d'images, notre peur de vivre, ceux qui veulent, comme nous, dominer et vivre en violence, ont élevé sur le désastre une plus haute tour d'images, et avec elle ont abattu notre sanctuaire d'Amérique. Aucune grande voix de lumière et de pardon ne s'est élevée des décombres. Nancy Houston, avant le crime, avait prophétisé dans un poème. Que feront-ils sans nos prières? Qui priera pour nos assassins quand ils nous auront tués? Écho à la voix qui dit « Pardonne, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Parole qui n'est point usée par l'universel reportage qui veut effacer l'écriture. Assez d'images de la guerre, assez d'églises de la peur. Laissez-nous travailler, instruments des ténèbres. Dans le champ du malheur, les grands apprentissages plantent toujours leurs objections. Voilà, Henri Beauchot, nous ne sommes pas séparés. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, connaissez la suite. Ma chaîne YouTube, ma page Facebook, ma librairie d'occasion d'anciens livres voyageurs dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999. Que la paix soit avec vous et avec votre esprit. Amen.